Ok. Bonjour à tous. Voilà, bienvenue sur le webinaire du club BioGNV, entreprise décarbonée, votre mobilité grâce au BioGNV. On va commencer, on va peut-être se donner encore une petite minute le temps que les autres personnes se connectent. On est déjà, voilà, il y avait près de 90 personnes qui étaient inscrites pour ce webinaire ce matin. On en est quasiment à 50 déjà inscrits, déjà connectés. Merci à vous. On va attendre une petite minute que les derniers participants nous rejoignent. Voilà, super. Bon, on va commencer tranquillement. Et puis, évidemment, les derniers retardataires pourront toujours se connecter et prendre le webinaire en cours. Donc, je vais commencer par un plan très technique avant de me présenter. Je vous annonce déjà que ce webinaire est, si tout va bien, enregistré. Donc, ça veut dire que il sera donc possible de le revoir ultérieurement ou éventuellement de le partager avec vos collègues. Je rappelle à tous les participants non intervenants que nous n'avons pas accès à vos webcams. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, mais n'en profitez pas. Je vous invite quand même à écouter avec attention, s'il vous plaît. Ne profitez pas pour faire autre chose. Pour les questions, on vous invite à utiliser le chat normalement sur la partie droite de votre écran, si tout va bien, qui peut permettre donc d'envoyer des questions aux intervenants et aux organisateurs. Nous y répondrons peut-être au fil de l'eau, mais quand même idéalement en fin de session. Voilà, on a une heure, on se donne une heure, donc on voulait aller assez vite, et puis un petit quart d'heure de questions à la fin pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, on verra si on y répond de suite ou si on y répond à la toute fin. Voilà. Je vais me présenter, donc je m'appelle Michael Thomas, je suis le délégué général de l'association Métatlantique, cluster d'entreprise, donc une jeune association qui représente une quarantaine d'adhérents, des entreprises de la filière méthanisation, de la plus petite entreprise à des bureaux d'études, voilà, des plus petites entreprises qui œuvrent là-dessus. Il y en a une dizaine aussi qui œuvrent justement sur le bio-GNV aujourd'hui, sur la filière GNV. Et donc, afin de promouvoir les usages de ce biométhane fabriqué sur nos territoires, on a décidé donc de impulser aussi par les partenaires du cluster que sont le Conseil régional et l'ADEME Pays de la Loire, on a décidé de lancer le club BioGNV en Pays de la Loire afin de promouvoir ces usages-là auprès de l'écosystème régional, de le faire connaître. Donc, et pouvoir travailler ensemble sur des actions concrètes et aller vers les territoires, vers les associations, vers les syndicats d'énergie pour avancer ensemble et développer cette filière. Cet événement aujourd'hui auquel vous participez, il fait partie de ces actions justement et donc plus globalement d'un triptyque de webinaires qui s'adresse à différentes cibles. Celui-ci aujourd'hui, c'est pour les entreprises. On organise ça dans le cadre du Pays de la Loire Énergie Tour qui a lieu en ce moment. Donc ça aussi, c'est organisé par le Conseil régional et les différentes collectivités. L'idée, c'est de faire la promotion des mobilités durables. En ce moment, il y a d'ailleurs un rallye régional des mobilités durables qui se tient. Ils doivent être en ce moment entre Le Mans et Saumur, avec une visite d'une station GNV justement de Saumur Énergie Verte en tout début d'après-midi. Comme quoi, voilà, le sujet du GNV est tout à fait dans les politiques aussi publiques et il y a donc beaucoup d'animations autour de ça. Hier avait lieu justement un colloque régional sur les mobilités durables. Il y avait donc le directeur régional de l'ADEME qui rappelait quelques chiffres justement. Les déplacements en Pays de la Loire, c'est 30% de l'énergie consommée sur notre territoire, 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, aujourd'hui en Pays de la Loire, on est quand même on a des grandes villes, mais aussi démographiquement, on est assez étalé aussi dans les milieux ruraux. C'est quasiment 70% de nos déplacements qui sont réalisés en voiture. Donc, vous comprenez les enjeux derrière. On voit bien que même si c'est toujours intéressant d'éviter un déplacement en voiture, quand on ne peut pas faire autrement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réfléchir à des nouvelles solutions de motorisation et des motorisations avec un impact carbone ou un impact pollution moins important. C'est tout l'objet aujourd'hui. Justement, la transport, la mobilité, c'est un secteur où toutes les entreprises sont concernées, ou en tout cas quasi toutes, à partir du moment où elles ont un véhicule. Voilà, aujourd'hui, c'est aussi donc le rôle des entreprises de pouvoir aussi prendre part à cette transition énergétique. À l'heure où on nous parle de Green Deal européen, de relance verte post-Covid,
Voilà, il y a un rôle majeur des entreprises aussi à tenir dans cette transition énergétique et c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut vous parler de ce sujet. Donc justement, aujourd'hui, ce webinaire, on va vous présenter à vous, entreprises, avec les professionnels du secteur qui sont à mes côtés aujourd'hui et je les remercie d'être présents avec nous. On va essayer d'être le plus simple possible pour vous expliquer quel est ce carburant renouvelable, d'où il vient, comment ça fonctionne, son impact environnemental, où s'avitailler aujourd'hui en région Pays de la Loire, c'est quoi le coût de ces solutions. Et les concessionnaires, distributeurs, partenaires qui sont présents aujourd'hui nous présenteront aussi en fin de webinaire justement la gamme de véhicules d'ores et déjà disponibles que vous pourriez acquérir dans ce sens, ou éventuellement qui le seront d'ailleurs dans les tout prochains mois, car le secteur est en pleine évolution. Et donc pour vous permettre justement de passer à l'action, on a travaillé avec ces partenaires-là pour vous proposer aussi des conditions spécifiques. Mais ça, on vous en parlera évidemment en fin de webinaire. On vous invite à évidemment rester connecté, rester avec nous et n'hésitez pas à poser vos questions. Pour commencer, peut-être je vais appeler Bruno Coquelin de GRDF qui va, excusez-moi, je n'avais pas forcément passé encore le support, je pense qu'il doit s'afficher. N'hésitez pas, mes chers collègues d'intervention, me dire si ça s'affiche bien sur vos écrans. Voilà le programme de cette heure. Donc ça va être assez dense. Et donc je vous propose, donc je vais appeler donc Bruno Coquelin de GRDF qui va nous accompagner tout au long de ce webinaire, qui va prendre la parole, avec lequel on va un peu co-animer aussi ce moment et répondre à vos questions, qui va commencer à nous parler de ce qu'est le biométhane et le bio-GNV. Merci, Bruno. merci Michael. Merci. Donc, je me représente Bruno Coquelin, GRDF Centre-Ouest. Je suis en responsabilité de l'animation des filières sur la région Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Et effectivement, le sujet de la mobilité durable est au cœur de notre entreprise et on souhaite effectivement accompagner ce développement en corrélation aussi avec, je dirais, une dynamique sur la méthanisation sur l'ensemble des territoires qui permet de valoriser vraiment un gaz renouvelable, durable et je dirais qui dans un écosystème de territoire permet vraiment d'avoir cette approche bas carbone. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur un petit peu le contexte transition énergétique, écologique. Michael, si tu peux passer la slide suivante. Je dirais, on est en plein dans l'actualité hein. Aujourd'hui, on voit on a des météos, des températures qui sont exceptionnelles pour la saison. L'été dernier, on a eu, je dirais, des températures caniculaires enregistrées sur l'ensemble du territoire avec des records, pour ne pas le citer, sur Nantes et sur Rennes. Les prévisionnistes nous annoncent de battre avant 2050, à partir de 2050, mais probablement avant, étant donné qu'on a une échelle d'augmentation des températures. Voilà, notre planète aujourd'hui subit une forte évolution due à notre impact. Et cet impact, il est principalement lié à ce qu'on appelle le dégagement des gaz à effet de serre. Et effectivement, le carbone en fait partie, le CO2. Il n'y a pas que le CO2, il y a aussi les particules fines qui sont aussi importantes dans le dispositif. Et puis, pareil, on a constaté maintenant depuis un certain temps que les territoires mettent en place des périodes où on doit respecter soit des vignettes de critère 1, soit effectivement de diminuer sa vitesse, mais tout ça pour, je dirais, essayer de protéger notre planète le mieux possible en ayant, je dirais, une position responsable et qui a été validée récemment dans le cadre de la COP24 où effectivement le terme a été prononcé agir d'urgence, mais je reprendrai les mots de Jacques Chirac il y a quelques années qui disait notre planète brûle et nous on regarde ailleurs. Donc ça c'est pour repositionner un peu le contexte et de se dire voilà, on doit contribuer à cette décarbonation des énergies et eh bien, la mobilité au GNV, mais surtout au bio-GNV, y contribue. Donc, les questions qu'on peut se poser, Michael, si tu veux passer au slide suivant.
les questions qu'on peut se poser sur le bio-GNV, effectivement, c'est bon, est-ce que la technologie est mature? Est-ce qu'il y a des offres produits qui répondent à peu près à l'ensemble des activités, tout au moins de celles qui me concernent? Est-ce que c'est économiquement pertinent? Est-ce qu'on peut éventuellement trouver de l'avitaillement dans des secteurs assez proches? Et effectivement, est-ce que aussi je peux gérer l'entretien du véhicule comme tout autre véhicule d'aujourd'hui que l'on connaît? Donc, effectivement, des questions qu'on va essayer de vous répondre simplement à l'occasion de ce webinaire et donc chacun viendra rajouter sa petite pierre à l'édifice avec les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui. Un rapide point sur un peu le parc automobile aujourd'hui en France et dans le monde. C'est, je dirais, des chiffres un petit peu astronomiques si on prend l'ensemble du volume des véhicules en circulation dans le monde. Un focus en France, c'est aujourd'hui 32 millions de véhicules légers et puis à peu près 6 millions de véhicules utilitaires et lourds, avec des répartitions que vous pouvez constater. Sur le barographe de gauche, pardon. Celui qui est juste à côté montre la consommation justement des segments. Et on s'aperçoit que le véhicule lourd est quasiment 50% de la consommation et donc de l'impact carbone que ça génère. La partie suivante, c'est l'objectif qu'on souhaiterait, je dirais, mettre en place et valider dans le cadre de la PPE sur les consommations à venir. Et donc, c'est d'essayer de trouver réellement le sens de pouvoir convertir des flottes au bio-GNV. Et actuellement, ce qu'on peut constater en termes de consommation, globalement, aujourd'hui en France, la consommation en GNV, bio-GNV, c'est à peu près 2 TWh, donc c'est très, très modeste par rapport à l'ensemble de l'énergie consommée. Dans le monde aujourd'hui, il y a 26 millions de véhicules qui roulent comment? Michael, tu es passé sur ton… évidemment, pardon, excusez-moi. Dans le monde aujourd'hui, il y a 26 millions de véhicules qui roulent au GNV. Et puis, très proche de nos frontières, l'Italie qui s'est engagée très rapidement dans cette démarche valorise à peu près 1,3 million de véhicules. Mais c'est une politique qui a été engagée par l'Italie il y a fort longtemps, du fait que dans son mix énergétique, ils avaient mis une grande place au gaz sur le territoire italien. Pour la petite anecdote, le pays au monde où il y a le plus de véhicules au GNV, c'est l'Iran, qui a pourtant cette particularité d'être un gros producteur de pétrole et de gaz. Et donc, effectivement, ils ont pris ce choix d'avoir un gros parc de véhicules de GNV. Bruno, pour compléter, Bruno, oui. je crois que je regardais les chiffres de l'AFGNV, l'Association française du gaz naturel véhicule, qui est adhérent aussi de Métatlantique. Aujourd'hui en France, c'est 22 000 véhicules, donc on part d'un peu plus loin aujourd'hui, mais il y a un gros développement là depuis ces dernières années. Environ 22 000 véhicules GNV, plus de 10 000 véhicules légers aujourd'hui existants, 4 000 bus et cars, 4 000 poids lourds, un peu plus de 4 000 poids lourds, et près de 2 000 bennes à ordures ménagères. Donc on voit aussi l'impact des poids lourds notamment, enfin en tout cas des véhicules lourds aussi dans ce panel de véhicules. Tout à fait. Les plus belles progressions qu'on a constatées en 2019 et alors 2020 est une année particulière, on le sait. Effectivement, c'est sur la partie véhicules lourds où il y a toujours, je dirais, une dynamique assez forte de conversion de flotte, mais aussi en véhicules utilitaires, soit légers ou utilitaires de type fourgon. On a une très très belle progression et malgré tout, le monde du véhicule léger progresse aussi à ce titre et affiche une belle progression. Effectivement, pour l'instant, dans la stratégie qui a été identifiée pour développer le GNV et bio-GNV, c'est plutôt sur les flottes de véhicules utilitaires et lourdes que l'on s'oriente. Alors,
Pour continuer, qu'est-ce que c'est le GNV, hein? Le GNV, c'est une grande famille, à ne pas confondre avec le GPL, qui est une autre famille de gaz de pétrole liquéfié, hein, qui est un produit qui est issu du craquage de la molécule de pétrole lorsqu'on crée le diesel et autres. Le GNV, c'est vraiment deux énergies et deux carburants différents qui intègrent cette famille. C'est le GNC, donc le gaz naturel comprimé, ou le bio-GNC, c'est-à-dire quelque chose qui a été produit à travers, je dirais, une production de biométhane sur des sites aujourd'hui principalement agricoles. Et puis, on a un cousin, GNL, qui est le gaz naturel liquéfié, lui qui est porté, c'est-à-dire que c'est via des camions qu'on vient apporter le GNL sur des sites de distribution, contrairement au GNC qui circule dans les réseaux de GRDF. Pour rappel, GRDF, c'est 200 000 km de réseau en France, un réseau qui est sous la responsabilité de GRDF, qui assure sa sécurité, son développement, et puis, je dirais, toutes les conditions qui ont été transmises par l'État en déléguant effectivement son titre de concessionnaire. Je continue. Des chiffres clés pour le gaz, enfin pour le GNV, bio-GNV. Michael, si tu peux passer la slide suivante. Donc, c'est 80% de réduction des émissions de CO2 dès lors où on parle de la situation d'utilisation de bio-GNV, donc quelque chose qui est produit sur les territoires et donc qui est une valeur importante. C'est aussi ces 80%, c'est du puits à la roue. Donc, c'est vraiment c'est dans le concept aujourd'hui qui est retenu pour évaluer ces rejets de CO2. C'est 30% d'économie, donc de compétitivité à la pompe, avec une fiscalité qu'on va voir un peu plus loin avantageuse. C'est des produits qui sont matures et qui offrent des autonomies tout à fait satisfaisantes en fonction des activités de 300 à 800 km. Et puis, ça reste très prometteur étant donné que la progression annuelle est de 26% actuellement et ne fait que de progresser, comme l'a dit Michael, avec un parc GNV en France de 22 000 véhicules et je dirais moitié-moitié entre le véhicule léger utilitaire et le véhicule lourd. Slide suivant. Hop. Donc, slide suivant, c'est un petit peu un rappel rapide sur justement le caractère. On dit toujours le véhicule électrique, c'est l'absolu. C'est de rappel sur l'émission de CO2, mais vu sur comment dirais-je, le cycle de vie je dirais aussi bien de la conception, de la production, de l'exploitation et de la destruction qui a été reprise. Et donc, globalement, on s'aperçoit que le diesel est forcément le plus gros impact CO2, quelle que soit sa production et son exploitation. Le GNV avec le gaz, on va dire, naturel, donc extrait de notre sous-sol, dit fossile, même si je n'aime pas le terme, mais on va dire historique, est en deuxième place, étant donné qu'il est crédité de fossile. L'électricité arrive en troisième position, due principalement à la batterie, qui est un émetteur de CO2 important et qui vient dégrader, je dirais, son niveau CO2. On n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, il faut savoir que les batteries viennent principalement de Chine et forcément, ça vient par bateau. C'est des traces carbone qui sont à intégrer dans le cycle de vie de ces véhicules. Et le bio-GNV, lui, par contre, avec ses 80% de réduction de CO2, vient en première position. C'est certainement la mobilité la plus vertueuse dès lors où on est sur une production locale et qu'on va aborder tout de suite sur le slide suivant. Donc, comme je l'ai dit, Centre-Ouest, c'est un territoire très dynamique sur l'émergence de la méthanisation, qu'elle soit agricole ou qu'elle peut être aussi agroalimentaire. Alors, c'est quoi en trois mots, hein? C'est effectivement
c'est le monde agricole qui s'est mobilisé pour, à partir des effluents agricoles, c'est-à-dire les déchets, hein, les lisiers et autres fumiers, viennent mettre ça dans un digesteur. Ce digesteur, grâce au pouvoir méthanogène des déchets, produit du biogaz. Ce biogaz, ensuite, il est filtré et mis en conformité et injecté sur le réseau de GRDF pour justement alimenter les stations GNV, bio-GNV, avec un produit qui est produit, enfin, avec une énergie qui est produite localement. Aujourd'hui, comme je vous le disais, la Centre-Ouest est un territoire dynamique. 40 sites aujourd'hui sont raccordés sur le réseau d'ores et déjà. Et il y a plus de 400 projets qui sont en réflexion, dont 200 qui sont très avancés et que l'on devrait voir se raccorder sur nos réseaux dans les 2 années à venir, étant donné que le délai d'instruction de ce type enfin, de production est entre 18 et 24 mois en fonction, je dirais, de la taille et du contexte territoire. Le biométhane, la méthanisation fait partie d'une grande famille des biogaz qui intègre aussi des choses comme la méthanation, le power to gas, la pyrogasification. Ce sont des systèmes aujourd'hui, ou tout au moins des technologies qui permettent de créer, je dirais, du méthane, du gaz, et qui viendra rejoindre, et qui d'ores et déjà rejoint la famille des biogaz. Mais globalement, alors pour être rapide, la méthanation, eh bien, c'est à partir d'éoliennes, comment je peux profiter de l'électricité qui pourrait être perdue parce que non consommée en faisant de l'électrolyse, et donc je sépare l'oxygène de l'hydrogène, je stocke. Et après, je fais du power to gas, c'est-à-dire que je viens rassembler les deux choses. Je viens mettre, je dirais, je viens mettre du CO2 produit par de l'industrie, de l'hydrogène que j'ai fait par méthanation, et je viens créer un gaz de synthèse. Donc voilà, grande famille qui donne une vraie dimension de pérennité du gaz aujourd'hui en France. Et je tiens à insister sur des gaz propres et vertueux. Slide suivant. J'ai une question, Bruno. Là, justement, quelqu'un demande, Anne-Sophie Serra demande quel est le lien entre l'étape 3 et l'étape 1 qui permet de boucler la boucle de cette économie circulaire. Y a-t-il un retour à la nature? Peut-être qu'on peut parler brièvement du digesta, par exemple, même si c'est ça doit être la question, hein, et on ne l'a pas forcément évoqué en ce sens. Tout à fait. Je dirais la valorisation des digestats, elle est à plusieurs titres, hein, étant donné qu'elle permet de méthaniser, donc de générer du gaz, mais aussi, je dirais, le produit suite à cette digestion est valorisé par les agriculteurs pour amender les terres et permettre de fertiliser sans passer par, je dirais, des produits industriels et chimiques. Donc, effectivement, le côté vertueux est maximal. On avait un témoin cette semaine à l'occasion du SPACE 2020 d'une ferme qui va au-delà de ça, qui avait par exemple installé des trackers photovoltaïques pour alimenter en autoconsommation son site de méthanisation à partir d'une électricité aussi produite localement. Donc oui, tout à fait. L'objectif, c'est de faire tomber au maximum l'impact carbone avec une valorisation multiple je dirais, de la source qui sont bien sûr les effluents générés par soit le monde agricole, soit le monde de l'agroalimentaire, soit aussi, on appelle aussi les STEP, les bouts de stations d'épuration qui sont des produits méthanogènes. Voilà, carburant renouvelable. Oui, effectivement, en France aujourd'hui, on profite déjà d'un carburant qui est renouvelable. On produit à peu près 3 TWh de biométhane et on a une consommation de 1,5 TWh, presque 2 TWh. Donc, on pourrait considérer que d'ores et déjà, la locomotion au bio-GNV est couverte par la production de biométhane. Cependant, effectivement, le gaz sert aussi
pour l'industrie, pour le particulier avec l'utilisation de chaudières et autres plaques de cuisson. Donc, globalement, il y a une répartition. Donc, ça peut être considéré à terme, effectivement, étant donné que l'objectif en 2050, c'est d'avoir 100% de gaz vert consommé et circulant dans les réseaux. Donc, l'idée à terme, c'est d'avoir un bio-GNV totalement produit et ce qui donne vraiment la pérennité de cette énergie tout à fait vertueuse et compétitive, avec une progression dans le temps. Hein, on le voit en 2023, 9 TWh, 14 TWh de consommation et qui viendront. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des projections. Il faut mettre ça en corrélation avec le réel, c'est-à-dire ce qui est réalisé aujourd'hui. Mais globalement, on est sur une bonne trajectoire. On est même légèrement au-dessus de la courbe qui avait été fixée. Quand on parle de bio-GNV, effectivement, sur la slide suivante, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on parle aussi de garantie d'origine. Le biométhane fabriqué par nos agriculteurs, tout au moins pour ceux qui produisent ce biométhane, lorsqu'ils injectent sur le réseau, ils viennent faire des déclarations de garantie d'origine et les fournisseurs, les commercialisateurs dans les stations viennent acheter des garanties d'origine et c'est ça qui formalise réellement, je dirais, le geste de consommer bio-GNV. Alors ça, c'est le côté, on va dire, administratif. Cependant, si sur votre territoire, vous avez un site de méthanisation, naturellement et physiquement, vous consommez déjà du bio-GNV. Les gens qui habitent sur Rennes déjà commencent à capitaliser sur les différents sites de méthanisation autour de Rennes. Si je parle de Mortagne-sur-Sèvre, idem. Enfin, globalement, aujourd'hui, sur le territoire, il y a, comme je l'ai dit, 81 sites d'injection et déjà, les gens profitent de pouvoir utiliser un biogaz sans réellement en faire la démarche, étant donné que physiquement, il est déjà disponible. Cependant, dans l'idéologie et dans le geste, on va dire, profond d'être sur une démarche bas carbone, il faut effectivement prendre ce pli et d'acheter un bio-GNV qui est attesté par des garanties d'origine. Bon, un chiffre clé. 1 mégawatt injecté est égal à peu près à une garantie d'origine environ de 70 kg de bio-GNV. Sachant que dans un véhicule léger, on est à 15 kg et dans un véhicule lourd, on peut aller jusqu'à 150 kg de stockage. Bruno, pour compléter, justement, aujourd'hui, dans la pratique, sur une station qui distribue, des stations vont distribuer, en fait, vont avoir deux boutons, hein, un bouton GNV, on va dire entre guillemets fossile, et bio-GNV, hein, c'est ça, hein, qui permet de choisir en fait quel carburant on veut mettre dans son véhicule, avec évidemment une petite différence de prix, mais ces garanties d'origine se traduisent de cette manière-là aujourd'hui à la pompe. Tout à fait. Ça, hein. Tout à fait. Je dirais que les personnes qui aujourd'hui injectent déjà sur le réseau et du monde agricole ont souvent une démarche très compétitive sur la revente du bio-GNV, étant donné qu'ils affichent souvent des tarifs à 98 cents, moins d'1 € le kilo, contrairement à de plus grandes enseignes. Cependant, comme tu l'as dit, effectivement, souvent, on a le choix de l'origine de l'énergie qu'on va consommer et qui n'est que le reflet, parce que le gaz, il n'y a pas 4 tuyaux sous la pompe. Hein. C'est bel et bien l'histoire de la garantie d'origine qui fait la différence. Au même titre que l'électricité renouvelable. Au même titre que l'électricité. Sur le même. Exactement. Alors, si on parle un peu de réglementation et comment rouler propre aider, aujourd'hui, il y a des signaux forts hein, quand même en Europe. On l'a vu, je vous l'ai dit en préambule, hein,
nous sommes quand même, l'homme est le premier contributeur des rejets des gaz à effet de serre. Et donc, en Europe, des grandes capitales, des zones qui sont malheureusement prises par l'émission de particules et de gaz à effet de serre, ont mis en place un dispositif de ce qu'on appelle des zones à faible émission, qui impose je dirais des vignettes de critère 1 en France, et en Allemagne, ils l'appellent la vignette critère 4, qui permettent de donner je dirais, l'autorisation de pouvoir circuler sur ces zones à faible émission dans le cadre de la mobilité lourde. C'est-à-dire que pour l'instant, ce sont, je dirais, des conditions qui s'appliquent pour les véhicules lourds ou de véhicules utilitaires qui ont obligation de circuler avec cette norme qui permet de rentrer dans ces zones. En France, il y a 19 zones à faible émission qui sont prévues, dont 3 qui sont déjà en place avec une zone hybride qui est à Nantes. Paris, bien évidemment, hein, qui est certainement le territoire où on trouve le plus de véhicules gaz. Grenoble, lié à la vallée de l'Arbre, qui est très impactée par l'industrie locale et qui est une cuvette et malheureusement qui n'est pas assez ventilée. Et tout le secteur de Lyon-Villeurbanne, où on a aussi des zones à faible émission ou zones à circulation restreinte qui obligent effectivement à avoir des vignettes. Cependant, on a de temps en temps, surtout en été ou dans des périodes de météo particulières, on a des arrêtés préfectoraux qui obligent même le grand public à circuler avec un niveau de critères de vignette, un niveau de critères vignette plus vertueuse, on va dire plus propre. Donc, le grand public peut être amené à rentrer dans certaines villes avec critères 1, 2, peut-être 3, mais il y a une restriction. On nous demande aussi de baisser la vitesse dans ce cadre-là pour effectivement générer moins de CO2. Donc, un signe fort. Je vois le temps qui passe. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Désolé. Ça marche. Eh bien, écoute, on passe tout de suite sur la slide suivante. Donc, un signe fort sur quand même les collectivités dans ce contexte-là. Nantes, proche de chez nous, s'est engagé dans cette démarche sur un système un peu hybride où je dirais, toutes les énergies propres sont autorisées de 4h à 23h en termes de livraison et de pénétration dans le territoire avec des véhicules lourds. Et par contre, tout ce qui est en motorisation traditionnelle, eh bien, c'est limité de 4h à 11h30 maximum. Donc voilà, Nantes est un territoire qui s'est déjà engagé. On continue. Je vais accélérer à la demande de Michael et il a raison. Dispositif fiscal aussi intéressant. Tu peux même cliquer sur le troisième. Bien évidemment, une TICPE qui est favorable pour le GNV et le bio-GNV parce qu'elle a été fixée pour 5 ans et donc elle court jusqu'en 2022. Et donc, cette taxe ne bougera pas, contrairement à la taxe sur les pétroles et les énergies fossiles, où effectivement, là, on voit une évolution. Donc, ça, c'est déjà une garantie de pas d'évolution de taxe. La fiscalité sur les véhicules est avantageuse sur le matériel professionnel, étant donné qu'en fonction du tonnage, on peut aller à un suramortissement qui va de 120% jusqu'à 160%. Donc, c'est quelque chose qui permet d'amortir beaucoup plus rapidement et d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Et puis, des aides à l'acquisition qui peuvent être mis en place par des tiers, comme l'ADEME, comme les régions. GRDF aussi accompagne cet accompagnement commercial sur la communication de la société qui s'engage sur le bio-GNV et le GNV, et qui est peut-être aussi quelque chose qui permet d'avoir un miroir sur le grand public. Je crois même que, Michael, tu peux nous en parler, mais
on a peut-être un peu de teasing sur la région Pays de la Loire. Oui, on en parlera en fin de webinaire, plutôt en conclusion justement, puisque ce sera aussi un teasing vers les prochains webinaires. Effectivement, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est Okay. en train de bouger. Effectivement. Donc, le teasing est encore plus puissant. J'espère. Ça Voilà, marche. merci Donc, beaucoup. Merci voilà, beaucoup globalement, de ce ouais. premier éclairage. Sans plus attendre, je vais proposer à notre adhérent du bureau d'études Acajoule, qui est basé à Saint-Nazaire, Bertrand Hibert, qui travaille notamment pour le compte des collectivités sur des études sur le développement du GLV. Je vais proposer, j'espère qu'il nous écoute bien, je pense que tu es là, Bertrand, de prendre la parole sur la partie avitaillement. J'allume ton micro, je pense que ça va marcher. C'est bon, Bertrand, ouais. C'est bon. Bienvenue Bertrand. Bonjour, merci. Donc effectivement, on travaille sur notamment la mise en place et la définition de schémas directeurs de développement de stations GNV, bio-GNV. Donc on a commencé en Pays de la Loire et puis on a fait plusieurs régions depuis. En Pays de la Loire, donc ça remonte à 2016 déjà. La définition et l'orientation de la région, du conseil régional sur cette transition énergétique des carburants vers le gaz et le biométhane. Donc l'idée, c'était déjà d'initier une problématique et une prospective de maillage du territoire des Pays de la Loire à 2020 et au-delà. Peut-être sur le slide avancé. Donc l'idée, c'était bien de se projeter et d'encourager les territoires à faire évoluer leur transition énergétique des carburants. Donc tout ça se découle d'une directive européenne dite AFI sur les carburants alternatifs, qui a encouragé à la réduction des carburants pétroliers. Donc la France a bien sûr répondu à cette directive en se projetant sur 2020-2025 vers un maillage du territoire sur ces stations. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est une cartographie qui est disponible en ligne et qui se renouvelle régulièrement sur les stations GNV, bio-GNV publiques sur l'ensemble du territoire national. Donc vous voyez une forte concentration effectivement sur Paris, sur Lyon et puis le couloir de Grenoble vers la Suisse. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un maillage sur l'ensemble du territoire, même si globalement il y a certains trous, mais l'ensemble du territoire est relativement bien maillé, notamment dans l'Ouest, Pays de la Loire, Bretagne comprise. Donc voilà, ça recouvre uniquement les stations publiques, sachant qu'il y a aussi des stations privées, notamment sur des stations de bus. Les Nantais le savent, les Manceaux aussi. Sur l'aspect ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, vous voyez effectivement le maillage. Donc en 2016, on avait identifié avec la région une petite vingtaine, donc 19 stations sur les Pays de la Loire. On en est à 10 effectivement en projet. Donc sur Nantes, en Vendée, qui existe, en Maine-et-Loire, une à Château-Gontier liée directement à une unité de méthanisation et une station au Mans. Donc ce sont des stations qui sont soit portées par des privés, pétroliers ou gaziers, soit portées par des collectivités avec généralement des unités de méthanisation comme à Saumur ou notamment à Château-Gontier, sans oublier Agribiométhane, donc
en Vendée qui était précurseur sur le domaine. On voyait un petit peu une répartition à la fois territoriale et des acteurs qui est relativement importante. Et on voit aussi le développement de stations sur l'ensemble du territoire. Donc en Mayenne, 2 qui sont prévus, donc Laval et Mayenne, Saint-Nazaire, Ancenis, en Maine-et-Loire aussi. Donc, et au Mans, une supplémentaire. Donc la logique, c'est vraiment une logique de maillage, de réseau. On est vraiment dans une transition énergétique qui doit passer d'un système où il y a assez peu de stations ou un système où on va retrouver des stations très proches les unes des autres pour que, quels que soient les trajets des professionnels ou des particuliers, on puisse se projeter dans n'importe quel parcours et voyage. L'objectif à fin 2009, c'était d'avoir 150 stations publiques en France. On est un petit peu en deçà et d'avoir 250 stations pour 2050. Donc, vous voyez un petit peu les chiffres. 2021. 250 stations en 2021. 2021, pardon. L'idée, oui, 2050, c'est loin. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un maillage qui soit très précis, enfin, très précis, très dense, pardon, en 2028, pour qu'on ne se pose plus la question de savoir si il y a des stations ouvertes ou pas, qu'on soit transporteur professionnel ou particulier. Voilà, je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps, mais globalement… On va avancer parce que là, on est déjà pas mal en retard et on va rentrer un peu plus dans le détail des stations, notamment. Avec, merci en tout cas. On va rebondir sur ces chiffres-là s'il y a des questions, mais… Ah, exactement, ouais, mais on va passer assez vite, notamment parce que parfois, là, on le voit, il y a quand même une dynamique de station assez forte, mais comment on fait si d'ores et déjà vous voulez, si vous voulez aller plus vite finalement et que vous voulez déjà accéder, si vous n'avez pas à côté de chez vous une station disponible. Et donc, on va recevoir Simon Racqua qui, en à peu près 5 minutes maximum, va nous parler aujourd'hui de son entreprise et de ce qu'il met en place pour pouvoir pallier à ce type de problématique. Simon? Ça marche, Mickaël. Est-ce que je peux avoir la main pour le oui, bien vu. Je vais donner ça, effectivement. Je vais avoir des animations qui sont pas sûres de passer aujourd'hui, mais on va faire avec, c'est pas grave. Oui, alors donc, forcément, je derrière le jour, ouais. Alors, on va faire avec, c'est pas très grave. Je vais faire le au plus vite. Donc nous, Mazira, donc on est une petite startup qui vient de se lancer. Et on travaille sur des stations justement, des stations connectées. Alors qui sont pas des stations qu'on voit habituellement dans le GNV, qui sont vraiment. Alors attendez, je vais montrer mon écran. Hop. Alors j'imagine que vous avez mon écran à la vidéo. C'est bon. Si tout se... C'est bon? Oui. Super. On peut le mettre en… Ouais, voilà. Donc en pleine page, super. Donc nous, alors Mazira, donc on s'occupe de petites stations connectées. Et comme je disais, on n'est pas dans le modèle des énormes stations à aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Nous, on inverse un petit peu le modèle, on prend des petites stations qui sont sous forme de conteneurs qu'on vient disposer. En plus, elles sont modulables, on peut les enlever et les remettre. Et on inverse un petit peu le modèle, on vient accompagner le marché dans le sens inverse. On ne va pas positionner une station dans l'espoir qu'on ait des clients aux alentours. Donc, on va poser plutôt une station qui est beaucoup moins chère et ensuite on en rajoute une deuxième, une troisième, une quatrième et on accompagne la montée du marché en GNV pour s'assurer d'avoir du gaz un petit peu partout. Et en plus de ça, on a un système qui est connecté, numérique, parce que finalement, on s'est rendu compte que depuis quasiment 100 ans, la manière dont on fait son plein, elle n'a pas changé. On est toujours avec sa carte bancaire ou alors sa carte carburant. Si on est dans une entreprise, il faut que l'employé il avance son plein, puis ensuite qu'il aille se faire rembourser, etc. Donc c'est une organisation quand même qui est complexe, alors qu'aujourd'hui, on a des moyens pour faire bien mieux. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, appliqué au BioGNV. Et donc, on va connecter le véhicule à la station. Comment ça va se passer concrètement? C'est qu'aujourd'hui, vous avez votre véhicule GNV, vous arrivez à la station, vous faites votre plein et vous repartez. C'est aussi simple que ça. Comment on fait ça? Eh bien, on vient identifier le véhicule. Automatiquement, on sait qui vient faire le plein. Et on vient proposer en fin de mois une seule facture unique pour toute l'entreprise avec toutes vos consommations, ce qui évite toute la paperasse avec vos tickets de caisse, etc.
Et donc ce modèle-là connecté numérique, on l'applique uniquement, nous, au bio-GNV. Donc nos stations ne vont uniquement fournir que du bio-GNV en garantie d'origine, avec donc des fonctionnalités connectées. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, je ne vais pas revenir dessus, mais le bio-GNV, c'est quelque chose qui est écologique, Bruno l'a dit, et en plus on est très économique aujourd'hui. On est au niveau de l'électrique et en plus on a un véhicule, vous le verrez avec Stéphane et Jérôme, qui est au prix du diesel, voire de l'essence pour certains modèles aujourd'hui, et des avantages au niveau de la carte grise. Donc je reviens pas dessus, avec en plus énormément de besoins qui peuvent être comblés au GNV aujourd'hui, de la citadine jusqu'à l'utilitaire, on a aujourd'hui, tout est possible. Donc nos stations, comme je disais, elles sont innovantes, donc elles sont connectées, mobiles et partagées, je l'ai dit. Et notre but chez Mazira, notre mission, c'est de faire en sorte d'avoir un réseau connecté qui soit le plus dense possible. Alors comment on va le faire finalement? On essaie de diviser par 10 le prix d'une station actuelle. Donc comme j'ai dit, on ne réfléchit pas à avoir une station qui est énorme avec des énormes débits de gaz qui sont difficiles à rentabiliser. Nous, on inverse le modèle, on divise le prix par 10. Ce sont des plus petites stations qui seront forcément limitées un petit peu plus tôt, mais on est beaucoup plus rapide pour les positionner sur les territoires. Donc on compense un petit peu tout ça. Alors ça s'affiche pas, mais c'est assez surprenant. Alors les stations actuelles, on ne le voit pas ici, mais sont, comme j'ai dit, entre 1 et 5 millions d'euros. Elles prennent du temps quand même du coup à être réalisées. C'est un projet qui est un peu plus long. Il faut aussi voir l'implantation, le génie civil, etc. Tandis que nous, on inverse le modèle. On a une station qui est plus petite. En 3-4 mois, la station elle est installée, elle est raccordée au réseau. Et comme j'ai dit, vous pouvez graduellement augmenter le nombre de stations en positionnant 1, 2, 3 dans une zone. Et le numérique nous permet de rentabiliser tout ça un petit peu plus rapidement. Donc on a une première version un petit peu ici qu'on voit de notre station. C'est une station sur un châssis métallique qu'on vient poser tout simplement, soit par une grue, soit par un Fenwick. Et donc même si on les positionne dans une zone qui ne convient pas, on peut les démonter et les mettre autre part et les raccorder à un autre endroit de notre activité. Et donc je l'ai dit, on a un réseau qui sera du coup smart grid, connecté, et tout ça sera organisé par un algorithme et par une application. Donc nos clients auront accès à une application et vous pourrez même réserver vos plans. Vous dites par exemple demain je pars à Lyon, il y a une station Mazira sur le chemin à Lyon, eh bien demain à 11 h, je réserve mon plein pour être sûr que je puisse faire mon plein demain à 11 h. Donc ça permet de simplifier les usages aujourd'hui. Alors pour terminer, nous on a 3 solutions pour notre réseau aujourd'hui. Soit vous êtes une entreprise avec une petite flotte, avec quelques véhicules légers, un ou deux véhicules utilitaires par exemple, eh bien vous pouvez accéder à notre réseau en louant un forfait mensuel. Donc chaque mois, en fonction de votre kilométrage de votre flotte, vous avez un forfait qui est variable. Et nous, on vient vous assurer que sur votre activité ou proche de votre activité, on vient positionner une station Mazira pour vous et pour les autres aussi, bien sûr. Deuxième solution, vous avez une flotte qui est quand même beaucoup plus importante, vous roulez beaucoup, vous faites beaucoup de kilomètres. À ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant pour vous d'acheter votre propre station. Donc c'est le même modèle, hein, on vient vous l'installer chez vous, avec une condition, c'est que vous pouvez faire le plein des gens extérieurs à votre entreprise peuvent venir se ravitailler chez vous. Et on fait forcément un partenariat ensemble, vous récupérez une partie des pleins des gens extérieurs à votre entreprise. Et dernière solution, vous êtes tout simplement un investisseur, vous voulez installer une station, voire plusieurs quelque part, eh bien c'est le même principe. On vient l'installer, vous en êtes propriétaire et vous prenez une partie du gaz vendu, comme tout partenariat classique. Donc voilà, pour plus d'informations, on a un site internet qui est lancé, donc mazira.fr. Je vous laisse noter les informations. Et mon email en dessous, donc on aura toute notre tarification qui est en ligne et on aura de plus en plus d'informations qui vont tomber les semaines suivantes. Donc voilà. Merci beaucoup Simon pour cette présentation. On avance assez vite. Effectivement, les participants retrouveront hein, dans la présentation l'ensemble des informations et vos coordonnées pour aller plus loin. En tout cas, merci de cette solution qui va dans le sens aussi d'un maillage plus rapide, plus réactif, en attendant justement voilà, les futures stations plus grosses qui sont en projet. Donc, c'est vraiment des thématiques intéressantes. Merci beaucoup. Et voilà, si on a des questions, on les verra en fin de séance. Merci beaucoup. Je vais reprendre la main sur le support.
Voilà. Donc là, l'idée maintenant est de passer un petit peu sur justement combien ça coûte aujourd'hui de travailler avec de tels véhicules. Est-ce que Bruno, tu peux nous en dire un peu plus et passer très rapidement aussi sur justement, Ouais, je crois que tu un témoignage, on accueille un professionnel aujourd'hui qui va nous parler directement de son expérience. Est-ce que tu peux nous dire donc, on va aller directement à la frise, je dirais, de l'offre qui est aujourd'hui disponible. Ce qu'il faut se dire, quelle que soit son activité professionnelle, qu'on soit commercial, qu'on soit artisan, qu'on soit transporteur en messagerie, une collectivité des bennes et ordures, voilà. Globalement, il y a une réponse à tous les besoins au GNV et au BioGNV. Quelle que soit son activité professionnelle, il y a une solution. Elle peut être particulière, spécifique. Aujourd'hui, il y a des véhicules spéciaux comme des balayeuses et ainsi de suite. Le tracteur agricole fait partie aussi de cette frise. On ne le voit pas ici, mais elle est intégrée. Mais voilà, il y a une réponse à tout et il y a des marques, effectivement, qui accompagnent les offres et que vous pouvez identifier sur cette frise en dessous. On passe tout de suite à la deuxième parce que je laisserai plutôt à Jérôme et à Stéphane de présenter la gamme. Ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est sur des engagements qui ont lieu sur le territoire. Donc, les ambulances Jussieu à Cholet sont partis sur ce principe d'utiliser leur VSL avec des véhicules au bio-GNV et ils affichent déjà une économie de 1 000 € par an en utilisant cette solution et ce qui permet vraiment de valoriser leur investissement et aussi leur engagement visuellement et par rapport à, je dirais, au territoire, d'avoir des véhicules propres et respectueux de l'environnement. Donc, on a éventuellement des aides régionales à l'achat, on va en parler plus tard, des cartes grises à 50% ou offertes en fonction des régions et de l'amortissement possible à partir de 2,6 tonnes qui peuvent être valorisées. Rapidement, je ne vais pas m'étendre trop dessus parce que c'est des calculs qui vont s'apporter et s'approprier en fonction de votre activité. Mais globalement, si je résume, aujourd'hui, avec un véhicule léger, là, c'est une enquête qui a été faite par la FGNV, un véhicule GNV de type Arona, pour ne pas la citer, dès le premier kilomètre, c'est rentable, étant donné que c'est le même prix qu'un véhicule essence et même moins cher qu'un diesel et qui, avec son carburant, est beaucoup plus je dirais, avantageux. Sur les véhicules utilitaires, on a là cette même démarche, donc avec une gamme pareille qui s'adapte à toutes les activités. Là, on va dire globalement, vous avez un petit tableau, je ne vais pas le détailler bien évidemment, mais c'est que l'investissement sur un véhicule au bio-GNV est rentable dès lors où on fait 15 000 km par an, qui peut être même abaissé, ce kilométrage peut être abaissé dès lors où il y a du suramortissement, dès lors, par exemple, avec l'investissement d'un véhicule de 2,6 tonnes et donc pouvoir suramortir de 20%. Donc là, ça vient baisser. Sur les véhicules un peu plus lourds, de type véhicule utilitaire pouvant aller jusqu'à 7 tonnes, effectivement, on a cette rentabilité qui est augmentée à 23 000 km par an et idem avec le suramortissement qui peut réduire ce nombre de kilomètres. Les avantages, ils sont le suramortissement, un coût de carburant qui est avantageux, et puis effectivement des produits qui s'adaptent complètement à l'activité, à la solution que vous recherchez. C'est le gros avantage du moment. Ce que je propose, eh bien, effectivement, pour illustrer ça, c'est de de demander à un utilisateur récent qui est Fabrice Chartron. Fabrice, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien, oui. Bonjour Fabrice, donc récemment tu as investi dans un véhicule au bio-GNV. Est-ce que tu peux nous en dire plus et ta motivation? Oui, actuellement, donc, nous, on est une entreprise d'électricité, plomberie, chauffage, donc sur Fontenay-le-Comte. Le fait d'avoir choisi un véhicule biogaz, c'est surtout parce qu'on avait la station qui était juste installée depuis le mois de juin de cette année. Et du fait qu'on avait besoin d'un véhicule supplémentaire à notre flotte, donc j'ai choisi de rouler au biogaz.
du fait que nous, on est déjà une entreprise, donc RGE, donc on travaille beaucoup sur l'environnement. Donc c'est un site, et puis c'est une façon aussi de comment dire, de faire voir à nos clients qu'on s'investit aussi au niveau environnemental. Voilà, et puis donc du coup on a trouvé donc ce véhicule, donc là c'est un Doblo. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de Ducato au biogaz, mais pas le premier Ducato. Celui qui est ni surélevé ni allongé. D'accord. Voilà, parce que celui-ci nous aurait particulièrement intéressé. Le Doblo étant juste la limite, bon pour nous, pour faire de la ville, c'est très bien. Mais après, sur les chantiers, l'autre aurait été pas plus mal. Surtout qu'on a déjà deux autres Doblo qui, eux, sont au diesel. Malheureusement, bon, il n'y a pas très longtemps qu'on a installé depuis 2014 et la station n'était pas encore sur Fontenay. Mais je pense que par la suite, quand on les remplacera, on passera directement au biogaz. C'est quand même très avantageux. Est-ce que tu constates un coût de carburant qui est moindre quand tu fais le plein que ton Doblo diesel, là, justement? Bah oui, bien sûr. Hein, là, on fait, moi, je fais le plein, on met 22 kilos de gaz et ça coûte 23 €. Hein, voilà, c'est à peu près 1 € le kilo. J'arrive à faire 360 km la dernière fois, là. Donc, c'est très bien. Et donc, tu as une réserve d'essence qui te permet au cas où de te rassurer pour éviter… Oui, mais c'est ce que je fais là. Je roule au gaz jusqu'à ne plus avoir de gaz pour voir exactement la rentabilité. Et ensuite, je passe à l'essence le temps d'aller rechercher du gaz. Donc, alors nous, ça va parce qu'on est à 500 mètres de la station, donc c'est relativement facile. Mais non, autrement, j'ai fait l'aller-retour à Rennes avec un plein gaz. D'accord, ok. Donc, quand je suis arrivé à Fontenay, j'ai eu de quoi pour refaire le plein, quoi. Merci Fabrice, merci pour ce témoignage opérationnel. Et puis, on te souhaite bon vent. Et effectivement, comme tu l'as dit, être PG, prescripteur déjà du gaz et aussi rouler au gaz, eh bien, la boucle est bouclée. Donc, c'est parfait pour la profession plombier chauffagiste. Michael, merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'est vrai qu'on commence à avoir des véhicules. Donc, l'idée, justement, est de rentrer dans le détail encore un peu plus. On a de savoir un peu quels sont les véhicules disponibles aujourd'hui sur le marché français. Et donc, j'ai proposé aux deux distributeurs partenaires de prendre la parole tour à tour. On va devoir aller assez vite. Il faut aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Désolé, on arrive déjà en fin de webinaire. On est déjà rendu à midi. On s'est donné un quart d'heure maximum pour aller au-delà. Donc, on va essayer d'aller assez vite, s'il vous plaît. En plus, on a Monsieur Moussaoui qui n'a pas pu venir. Je vais appeler donc Jérôme Caillard peut-être dans un premier temps pour nous parler des véhicules justement de la gamme Fiat. Voilà. Jérôme? Oui, bonjour. Donc, Jérôme Caillard, responsable commercial Fiat Pro. Bon, je vous présente la SDVI en quelques mots. La SDVI, donc, c'est deux marques de véhicules utilitaires et poids lourds, Fiat Pro et Iveco. Une marque de semi-remorque Kesbauer et une marque de Iveco Bus. Voilà. Donc, la gamme s'étend sur du véhicule commercial au véhicule industriel pour répondre à tous les besoins et toutes les activités. Nous sommes présents, on peut défiler les slides parce que je vais assez vite. Voilà, nous sommes présents aujourd'hui sur 7 départements, donc 44, 49, 85, 16, 17, 79 et 86. Je vais assez vite. Nous assurons un service après-vente avec des collaborateurs formés à la réparation et à l'entretien du gaz. Donc, chaque concession et réparateur agréé a des gens formés dans ses ateliers. D'accord. Donc, quelques chiffres sur ces 7 départements. Nous avons 6 concessions, 13 réparateurs agréés. Nous sommes 260 collaborateurs, 107 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 2000 véhicules neufs vendus et 1500 véhicules d'occasion. Donc, on a un maillage sur le territoire en termes de services après-vente qui est très dense. Donc, aucune crainte sur la maintenance et l'assistance. Donc là, on retrouve la gamme de l'utilitaire GNV que propose la SDVI. Donc la gamme Fiat, la gamme Iveco. On peut passer.
au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, après, on retrouve donc les produits de la gamme. Donc, moi, je vous parlais de Fiat puisque je suis Fiat Pro, avec les 3 modèles qu'on distribue en GNV. Donc, ça va du Fiorino, donc plutôt petit véhicule. Après, nous grossissons avec le Doblo, donc le véhicule que notre client nous a présenté tout à l'heure. Et après, nous passons sur le Ducato. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui. Il y a les fiches techniques. On pourra y revenir avec des rendez-vous ou avec d'autres participations sans aucun souci. Donc, dans le cadre du partenariat avec le club GNV, pour toute commande qui va être réalisée jusqu'au 31 octobre sur la gamme Fiat Pro, sur le slide suivant, nous offrons 1 an de garantie supplémentaire sur les véhicules. Voilà, donc c'est pour mettre notre pièce à l'édifice. Voilà. Tout ce qui est essai, proposition, les délais, tous les renseignements techniques. Aujourd'hui, on a 7 commerciaux qui sont sur la route sur tous les départements, qui sont très disponibles. Aujourd'hui, on peut répondre à toutes vos questions. On peut, sur rendez-vous, éventuellement faire des prêts de véhicules ou des prêts de véhicules, plutôt des essais de véhicules sur une matinée ou sur. Enfin, on a un maillage de stations qui est assez important sur nos départements, donc n'hésitez pas. On est présent à côté de vous depuis quelques années maintenant en GNV. Donc, on a du matériel, on a des gens formés. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, merci de votre attention. Ça marche. Une précision. Merci beaucoup d'avoir. Effectivement, SDVI est sur le secteur et Forza Automobile est sur le 72 et le 53, proposant exactement la même offre, étant donné qu'ils se sont alignés pour permettre de pouvoir couvrir l'ensemble du Pays de la Loire. J'avais juste une petite question sur les questions posées. Est-ce qu'on a les émissions de CO2 qui sont pour chacun de ces véhicules-là? Est-ce que c'est des éléments que vous avez là à disposition tout de suite ou on pourra répondre peut-être dans un deuxième temps? Tout de suite, à l'instant, non, je les ai pas. Enfin, je les ai précisément, mais bon, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Bruno a mes coordonnées. On a des fiches techniques complètes. Bon, là-dessus, il n'y a aucun souci. On peut répondre à toutes les questions. Après, sur du cas par cas, sur la webinaire, là, c'est un peu compliqué. Enfin, ça va prendre du temps techniquement. Mais on a toutes les informations sans aucun souci. Très bien, merci. J'ai des fiches techniques qu'on peut faire suivre hein, sans aucun problème. OK. Génial. Merci beaucoup, Monsieur Caillard. Stéphane Josso pour VGRF, le groupe, le distributeur du groupe Volkswagen. Oui, bonjour à tous. Eh bien, merci à tous d'être venus. Vas-y. À ta disposition, tu peux tourner. Non, pas de souci. Ça roule. Moi, j'ai rejoint le groupe Volkswagen Retail France il y a maintenant 1 an et demi. J'ai découvert que dans cette gamme-là, on avait des véhicules particuliers au GNV. Tout le milieu de la méthanisation et de la méthanisation nous a invités sur le terrain à participer, à faire essayer nos véhicules et les faire découvrir par la gamme Seat en un premier temps. On avait la Léon ancienne génération qui est en phase de renouvellement qui arrivera courant janvier normalement. Nous attendons les tarifs. Et la gamme Arona sur laquelle nous avons fait beaucoup de partenariats avec GRDF. Il y a d'ailleurs un des véhicules qui tourne aujourd'hui sur le rallye des Pays de Loire. On l'a fait floquer pour GRDF de façon à pouvoir le montrer et le faire essayer à volonté. Nous faisons partie du plus gros réseau de distribution de Volkswagen en France. Nous avons 77 concessions. On peut répondre vraiment à toutes les demandes sur toute la France au niveau du GNV. Et au fur et à mesure de l'avancée de ce marché-là, nous avons obtenu de la part du groupe Volkswagen France d'avoir des véhicules chez Skoda comme la nouvelle Octavia qui va passer au GNV, le Kamiq et la Scala, de nouveaux SUV. Tu peux tourner, regarde. Chez Volkswagen, nous avons aussi la Polo TGI que l'on peut avoir en 5 places ou en 2 places. La particularité du GNV sur les gammes particuliers, c'est qu'on a aussi une exonération de TVS. La taxe de véhicule société est exonérée sur les 5 places durant 36 mois. C'est l'avantage que l'on aura pour les 5 places vis-à-vis de véhicules hybrides ou de véhicules électriques. C'est encore un petit plus fiscal pour aider les sociétés à passer le cap et à rouler plus propre par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Si vous êtes en 2 places, on est totalement exonéré. On rentre comme Jérôme dans le cadre de véhicules utilitaires, donc aucun problème. Tu peux défiler, on a différentes gammes, donc des gammes business, des gammes plus particuliers. Après les équipements, comme Jérôme, ce sera vraiment du cas par cas en fonction des demandes de chacun. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, on est vraiment là pour ça, pour vous aider à choisir vos véhicules, vous les faire essayer
Et vraiment, vous prouvez que le GNV est une source d'avenir et très confortable à conduire pour vos commerciaux ou même pour vous-même. Dans la gamme Seat, on va retrouver majoritairement l'Arona actuellement, la nouvelle Leon que nous attendons vraiment avec impatience. Aujourd'hui, on est sur un nouveau système de motorisation. On passe sur des 1,5 qui ont la possibilité de fonctionner en 2 cylindres sur les phases de décélération ou les phases lancées pour consommer encore moins. On peut les avoir en version DSG, en boîte automatique ou boîte mécanique. Donc ça, on devrait avoir les tarifs incessamment. On les fera parvenir à Mickaël, à Bruno. Tout le monde sera au courant très rapidement de cette avancée-là. Pour la suite des slides, on a l'Arona TGI sur laquelle on a fait une énorme promotion sur un stock que nous avons aujourd'hui sur notre parc. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On vous communiquera avec grand plaisir le partenariat qu'on a mis dans l'offre des achats groupés. Pour la partie suivante, on va retrouver la Leon actuelle qui est en fin de vie. Nous n'avons plus que 2 véhicules en stock. Donc c'est pareil, c'est malheureusement au plus rapide. Si vous souhaitez l'avoir, l'essayer de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va pouvoir défiler encore un petit peu. Encore un petit peu. Alors ensuite, pour la gamme Skoda, donc là c'est tout récent, on vient d'avoir l'information. Il nous ouvre très prochainement. On attend les premières tarifications sur fin septembre, début octobre de la nouvelle Octavia, avec le nouveau moteur GTEC que l'on retrouve aussi chez Audi sur les autres parties, les autres pays européens, en France malheureusement. Donc elle sera sur la même base que la Leon en termes de motorisation. La différence, c'est qu'on a déjà une partie des informations en termes de capacité de réservoir. Vous aurez 17,7 kg et 9 litres d'essence pour pouvoir raccorder une station GNV si vous n'avez pas de station ou une zone blanche dans votre quartier. Donc les premiers véhicules seront disponibles. Ça représente quelle autonomie à peu près? On pose des questions aussi sur le chat, par exemple, sur ce type de véhicule. Alors, en autonomie, sur la gamme Polo Arona, vous allez être au GNV en fonction de là où on circule entre 300 et 350 km. Donc, ça dépend si on fait de la ville, du mixte ou de l'autoroute. Après, vous avez 9 litres d'essence qui, de la même manière, vont vous emmener à 100-150 km en plus d'autonomie. Sur la nouvelle Octavia, sur la nouvelle Leon, on sera sur des autonomies entre 420 et 460 km. Toujours de la même manière, ça dépend de la conduite de l'endroit où on se situe. Et vous aurez en plus les 9 litres d'essence pour vous rassurer. Donc ça, on attend incessamment les informations. Toujours ce petit réservoir complémentaire d'essence qui permet éventuellement de compléter l'autonomie, de rejoindre une station. C'est une constante sur l'ensemble des véhicules. C'est rassurant pour les utilisateurs. Effectivement, pour utiliser régulièrement des véhicules au GNV, il arrive parfois qu'on arrive dans des situations où on n'a pas de station immédiatement à portée de main. L'avantage, c'est qu'on peut toujours rapatrier soit à son rendez-vous, soit rentrer chez soi le soir et trouver une nouvelle station GNV assez facilement derrière. Aujourd'hui, le maillage est bien fait. On peut quand même parcourir en 400 km. On en croise quelques-unes sur la route. Très bien. Sur les slides suivants, on va avoir normalement le lancement des différents produits au fur et à mesure de l'année. Donc là, pour la gamme Scala Kamiq, c'est le petit SUV chez nous avec la Scala qui est l'équivalent d'une Mégane ou d'une 308 sur le marché. Donc c'est en train d'arriver. Comme la Leon, on sera sur des motorisations plus petites, plus économiques. Et en termes d'arrivée sur le marché français, on sera à fin décembre 2020 pour les premières générations. Et pour la nouvelle Octavia en boîte mécanique, on sera sur mars 2021. Donc ça, c'est les informations officielles du siège qui datent d'une semaine. Très bien. Donc Stéphane, par rapport au protocole, là l'idée c'est que dans le cadre des commandes groupées, c'est ça, c'est surtout le protocole aujourd'hui sur Seat qui est possible sur les véhicules que tu annonçais, c'est bien ça? Exactement. Aujourd'hui sur Seat, on va faire 20% sur la gamme Arona et Leon. On a ouvert un petit peu le protocole au plus large pour pas laisser que les professionnels sur ce secteur-là. Les particuliers auront exactement les mêmes remises jusqu'à fin décembre qu'un professionnel. C'est vraiment pour ouvrir ce maillage-là et puis faire en sorte que les gens passent de plus en plus au GNV sur les Pays de Loire, principalement là où on travaille nous. Mais sur toute la France, ce protocole sera valable. Aujourd'hui, on attend juste pour la partie Skoda. On n'a pas encore les tarifs de lancement. Ils ne nous ont pas communiqué encore ces remises exceptionnelles qu'on pourra vous communiquer ultérieurement. Mais on sait que ça va arriver incessamment. Et pour la partie des polos, de la même manière, on attend juste le retour de leur part pour le moment. Ok. J'ai une question. Là, tous ces véhicules sont critères 1. On est d'accord. C'est bien. Tout à fait. Ils sont oubliés critère 1.
Tout à fait. Le dernier kilomètre ou pour les zones hybrides, comme on a sur Nantes ou que l'on peut retrouver sur Paris à certains endroits, effectivement, nous sommes avec la vignette Critère 1. On n'est pas du tout ennuyé et on peut circuler tous les jours avec. On peut aussi se garer dans les parkings. Tous les freins qu'on a connus à un moment donné avec anciennement le GPL, nous ne l'avons plus aujourd'hui avec le GNV. On conduit vraiment une voiture comme une voiture de tous les jours. Le plein se fait en 2 minutes. Ça ne nous change pas nos petites habitudes de consommation. L'avantage, c'est que la voiture est moins bruyante, elle consomme beaucoup moins, elle sent pas mauvais quand elle est dans le garage quand vous la démarrez le matin. Et puis, vous avez ce petit plaisir de rouler avec un produit qui est fabriqué à côté de chez vous. C'est quand même plaisant d'aller voir un GEC, des agriculteurs qui fabriquent eux-mêmes le gaz, qui vous expliquent comment c'est fait. Et de rouler avec ça tous les jours, je trouve ça super. Super, merci beaucoup Stéphane. Le temps passe, on va avoir très peu de temps pour les questions, hein. Donc l'offre de commande groupée, hein, juste pour en faire un résumé de ce que vous venez de nous annoncer, aussi bien côté Fiat Pro que de Seat. Justement, donc côté Fiat, 1 an de garantie supplémentaire offert justement dans le cadre de l'opération, donc sur les véhicules Fiorino, Doblo ou Ducato qui ont été évoqués. Et voilà, côté Seat pour l'instant, donc un minimum de 20% de réduction sur le tarif catalogue. Aussi bien en achat et également sur une partie location longue durée sur les Seat Arona et Leon, avec, on l'espère, justement tu l'as évoqué Stéphane, justement des véhicules aussi de la marque Volkswagen et Skoda qui vont arriver dans les prochains mois, avec lesquels on essaiera aussi dans le cadre du club de GNV d'avoir un protocole particulier permettant d'avoir aussi un effet un peu d'achat de groupe pour avoir des remises intéressantes. Comment on s'y prend pour résumer aussi, si ça vous intéresse justement d'aller plus loin. L'idée, c'était aussi de déclencher potentiellement une envie d'avancer. L'idée, c'est que je vous invite à vous rendre si vous êtes intéressé sur le site web de Métatlantique là, dans l'opération GNV, hein, qui reprend assez rapidement les éléments et qui vous donne aussi disposition de l'ensemble des catalogues qui ont été évoqués juste dans la présentation, et de remplir un formulaire de contact hein, avec justement vos différentes coordonnées et la gamme de véhicules potentiellement qui vous intéressent. Ensuite, voilà, nous, on transmettra l'ensemble de ces informations aux distributeurs partenaires qui viennent de s'exprimer, qui vous recontacteront et vous feront justement bénéficier de ces différentes conditions et avanceront de manière concrète avec vous dans votre projet, dans votre projet d'achat. Voilà. Donc on avait pas mal de questions, hein. Je vais les prendre assez rapidement avant de résumer, parce qu'on arrive déjà à midi et quart. Il y avait beaucoup de questions. Il y en a peut-être certaines qu'on ne pourra pas traiter de manière directe. La question des critères était mise. Question d'autonomie, on a pu y répondre. Il y avait une demande sur, c'est peut-être du côté Seat et Volkswagen en tout cas, si la Golf sortirait un jour en GNV. Stéphane, des informations là-dessus? Je vais vous faire une réponse un petit peu politique. Probablement, en fonction du volume des commandes, des demandes, le siège Volkswagen ouvre aujourd'hui sa gamme de plus en plus. On espère effectivement obtenir de Volkswagen la Golf. Aujourd'hui, on a la Scala qui est en train d'arriver, qui est l'équivalent de la Golf, effectivement chez Skoda. On n'a pas la même aura tout à fait sur ce véhicule-là, mais on a déjà ce véhicule-là disponible en termes de gabarit, c'est possible. Maintenant, la Golf pourrait arriver effectivement l'année prochaine. Comme j'anticipais la question par rapport au Audi, nous aurons certainement aussi des Audi dans les années à venir. Ça dépendra vraiment du marché français et de son évolution grâce à l'intention de tout le monde. Ok, si on reste dans les effets politiques ou effets d'annonce, justement, il y a une question sur l'annonce du groupe Volkswagen il y a quelques mois de stopper le développement de nouvelles motorisations GNV. Quel impact aujourd'hui ça va avoir? Est-ce que ça en aura réellement un? Est-ce que c'est une annonce? Alors, est-ce que c'est une annonce? C'est une bonne question. Je ne suis pas malheureusement sur ces effets d'annonce politiques qui viennent en plus de l'Allemagne et pas forcément de chez nous. Ça vient de la grande direction. Effectivement, ils comptent à un moment donné arrêter la production. Je n'ai pas plus d'informations là à court terme à vous communiquer dessus. J'ai pas eu l'opportunité d'avoir un retour national. Aujourd'hui, on a les véhicules. Ils relancent la nouvelle Octavia, ils relancent la nouvelle Leon. Donc, on est reparti pour un cycle produit minimum de 5 ans, voire 7 ans. Ça permet déjà de voir les choses arriver, changer. Les marchés changent et évoluent quasiment tous les ans en ce moment. Ça va très très vite. Ils peuvent revenir sur cette décision-là si le marché français monte de plus en plus en puissance. Très bien. J'ai une question pour Simon Racqua de Mazira. Est-ce que Simon, vous êtes avec nous toujours? Oui, je suis là, oui. Est-ce que Mazira installe également des stations au sein d'agences de transporteurs
entre guillemets, station privée ou c'est seulement pour le public? C'est une question qui a été posée par Anne-Sophie Serra. Oui, alors nous, pour situer un petit peu, on s'arrête au niveau de l'utilitaire. Pour l'instant, le marché du camion, il nous intéresse pas, enfin, c'est pas le début de notre histoire. Donc, c'est le maximum des plus petits débits, plus petits volumes. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, ce sont pas vraiment des stations publiques. En fait, on a accès au réseau par une application. Mais en 5 minutes, on télécharge une application, on accède au réseau. Donc, on n'aura pas de terminal carte bancaire. Par contre, par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui où il faut aller commander sa carte, la recevoir au bout de 2 semaines, etc., nous, en 5 minutes, on ouvre l'application, on la télécharge et on a accès au réseau national Mazira. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes une entreprise, vous pouvez acheter votre station pour votre flotte de véhicules. Donc, vous aurez forcément des tarifs intéressants encore plus sur le gaz, puisque la station vous appartient. Mais la condition, c'est que vous puissiez donner un accès quand même pour tout le monde à l'extérieur. Tous ceux qui utilisent l'application Mazira puissent venir faire le plein chez vous. Donc, c'est un sort de système hybride station privée, mais aussi ouverte à d'autres. D'accord. Si ça répond à la question. Oui. Et vos coordonnées sont présentes. Je pense qu'elle n'hésitera pas à vous contacter si nécessaire. J'avais une question ici sur le bio-GNV a-t-il un impact sur l'autonomie des kilomètres à parcourir? Alors, je vais y répondre, je pense, moi-même. En fait, théoriquement, on est sur la même molécule créée hein, de CH4, voilà, avec une combustion qui se réalise dans le moteur. Donc, en fait, qu'il soit issu de la méthanisation, donc du biométhane, ou issu d'un gaz fossile, on est sur la même molécule. Donc, en fait, il n'y a pas d'impact a priori sur l'autonomie. Sous couvert, hein, n'hésitez pas à me compléter ou démentir les différents intervenants, mais a priori, aucun impact de différence sur l'autonomie entre les deux typologies de GNV, justement. Ah, je confirme. Ok, il y avait pas mal de questions sur la fiscalité aussi qui avaient été posées. Là, on va pas forcément avoir le temps de rentrer dedans autour des zones à faible émission notamment. J'invite moi plutôt les personnes qui ont posé ces questions aussi à venir la semaine prochaine sur le webinaire à destination des collectivités qui se déroule jeudi prochain. Je vais vous en parler juste après, où justement on rentrera plus dans le détail des politiques publiques, du lien avec les territoires. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail à ce moment-là. C'est une notion aussi voilà, de fiscalité. Je vous invite à suivre des prochains webinaires qui vont dans ce sens. Voilà, juste un point, Mickaël, sur ce point-là. La logique des zones à faible émission ne sera pas forcément une logique de fiscalité, mais de pouvoir accéder ou pas à ces zones à faible émission. Sachant que la qualité de l'air est un sujet qui vient en hausse dans l'ensemble du territoire, du fait de la forte mortalité liée à la qualité de l'air. Donc, effectivement, on est sur un territoire dans l'Ouest, je dirais, relativement peu impacté pour le moment, sachant qu'on a eu des pics de pollution sur les dernières années, sur 2 ou 3 jours dans l'année, y compris à Rennes, y compris à Nantes, y compris à Saint-Nazaire. Pour le reste des autres territoires, je suis pas sûr, mais c'est un enjeu fort sur l'accès des transporteurs, des professionnels, voire des particuliers sur les centres-villes. Donc à un moment, ça ne sera plus une question de fiscalité, ça sera une question d'avoir accès ou pas au centre-ville. Donc c'est ce qui est déjà le cas pour Nantes. Je les ai mis ensemble parce qu'il y avait une question l'une après l'autre et je les ai mis ensemble, mais c'est effectivement non, pas les mêmes questions. Il y a vraiment la question de l'accessibilité au centre-ville demain dans les plus grandes agglomérations, là vraiment en lien avec les politiques publiques, et de l'autre, effectivement, des questions autour de la TCIPE qui sont effectivement des questions d'ordre différent. Voilà, je voulais juste conclure hein, justement sur cette partie en synthèse. Donc on disait le bio-GNV, c'est une solution quand même assez immédiate et compétitive dans la mobilité durable aujourd'hui. Sur les enjeux économiques, on l'a vu hein, à travers les démonstrations de Bruno et vous verrez les détails dans la présentation aussi. C'est quelque chose qui est rentable rapidement, voire tout de suite hein, en fonction des typologies de véhicules. On vient de l'évoquer aussi, demain, en fonction de l'évolution des politiques publiques, ça permettra à certains professionnels, transporteurs, artisans, de rentrer dans ces zones à restriction d'accès.
qui sont en train de voir le jour un peu partout, hein, notamment avec la vignette critère 1. Et grosso modo, ça a été dit aussi, hein, pour résumer, on a une diminution de l'impact CO2 de 80% du puits à la roue quand on consomme du bio-GNV versus du diesel. Donc, c'est vraiment des logiques environnementales qui sont intéressantes aujourd'hui dans cette solution. On l'a évoqué aussi, un maillage de stations d'avitaillement en pleine expansion aujourd'hui. Voilà, on va sur la vingtaine de stations qui vont voir le jour là dans les 3 ans à venir uniquement sur la région Pays de la Loire. Et évidemment, la logique est la même dans les autres territoires, et des solutions comme présenté Mazira aussi de venir compléter ce réseau-là pour une meilleure agilité. Donc vous voyez là aussi, hein, ça permet beaucoup de choses. Et puis bon, on l'a vu aussi dernièrement, une gamme de véhicules suffisamment étendue et adaptée aussi à différentes activités. On va voilà, du véhicule léger, véhicule justement break qui va pouvoir servir à des commerciaux avec des autonomies intéressantes. Et aussi voilà toute une partie qui peut se dédier à des artisans ou du transport de matériel. Donc on voit aujourd'hui quand même, c'est un peu le time to market, comme on dit, hein, c'est le temps d'y aller, c'est disponible, c'est sur l'étagère. Voilà, il faut y aller. Je vous rappelle aussi, justement pour certains, peut-être que vous n'avez pas vu, mais si vous avez eu là aujourd'hui des profils collectivité ou des profils plutôt transport routier, on vous invite à suivre les prochains webinaires qui vont arriver la semaine prochaine et puis le 15 octobre. Et puis comme je l'évoquais aussi, effectivement, si vous avez un profil plutôt achat de véhicules utilitaires, on vous invite vraiment à suivre le webinaire du 15 octobre sur les entreprises des transports routiers de marchandises. Vraiment en particulier, venez suivre ce webinaire parce qu'on pourra en parler. Ça a été évoqué pendant la session. Le conseil régional aujourd'hui voilà, a travaillé sur une aide à l'acquisition de véhicules qui est en cours de vote, mais qui va permettre à des entreprises privées et publiques, hein, qui se dotent de véhicules GNV plutôt orientés lourds aux véhicules utilitaires, d'avoir une aide à l'acquisition de quelques milliers d'euros. Alors, je ne vous en donne pas plus de détails puisque ça n'a pas encore été voté aujourd'hui par le conseil régional. C'est dans une dizaine de jours à peine. Et on pourra communiquer dessus à partir du mois d'octobre. Donc, évidemment, si vraiment vous êtes intéressé pour acquérir des véhicules de ce type, n'hésitez pas à nous en faire part et on vous donnera les informations en temps voulu pour vous permettre aussi de profiter d'une éventuelle aide à l'acquisition dans l'achat de ce type de véhicule. Voilà, donc je voulais vous remercier l'ensemble des intervenants qui étaient là aujourd'hui. On a dû aller assez vite et on allait un petit peu plus loin et je m'en excuse auprès de tout le monde voilà, de ne pas avoir forcément d'avoir un petit peu dérapé le timing. Mais comme vous voyez, c'est un sujet dense sur lequel c'est un peu compliqué forcément de passer outre et on voit sur le nombre de questions que vous avez pu poser aussi l'intérêt que vous avez porté. Voilà, merci beaucoup aux intervenants de la qualité de vos interventions. L'ensemble de vos coordonnées sera communiqué, notamment les emails en particulier, avec la présentation. Donc voilà, participants, n'hésitez pas à les contacter, à rentrer plus dans le détail pour en savoir un peu plus. Et bien sûr, je vous invite à aller si vous êtes intéressé, aller sur le site internet de Métatlantique sur la partie opération de GNV pour remplir le formulaire contact. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et je vous souhaite un très bon appétit, une bonne fin de journée, un bon week-end. Merci Miguel, merci à tous. Bonne journée, bien, bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous, à bientôt. Voilà. Hop. Merci Mickaël. Ça s'est bien passé? Très bien. Un peu débordé, mais c'est pas très grave. C'est ça. Allez, plus. On se rappelle peut-être cet après-midi, on fait un débrief plus tard? Oui, on peut se faire un débrief en début d'après-midi, effectivement, ou maintenant, comme tu veux. Ouais, suivant les dispos, peut-être pendant cet après-midi, ouais. Ok.